Bonjour. Après la première présentation, on a vu un petit peu l'historique de ce nouveau coronavirus et on a vu un petit peu les différentes caractéristiques de ce virus. Maintenant, on va parler d'une étape très importante de la prise en charge du patient Covid-19 positif. C'est bien évidemment les mesures d'isolement. Alors, avant de parler des mesures d'isolement, il faut connaître d'abord les modes de transmission du virus. Je vais le rappeler, ça a été dit dans la présentation précédente, mais je le rappelle quand même. Il s'agit d'une transmission directe, donc soit la transmission directe se fait essentiellement par les gouttelettes. Ces gouttelettes-là seront émises par le patient lors d'efforts de toux, d'éternuement ou pendant l'intubation du patient. Donc c'est le moment le plus à risque d'exposition aux gouttelettes par le personnel soignant et pendant l'aspiration trachéale, notamment quand on n'a pas de système clos d'aspiration. Nous avons également un mode de transmission indirect, donc c'est le virus qui va contaminer les surfaces. Nous avons vu que le virus peut rester plusieurs heures sur les surfaces inertes. Donc, c'est les mêmes gouttelettes qui vont émaner du patient et qui vont se déposer sur les surfaces à proximité et qui vont rester des durées plus ou moins longues en fonction de la surface en question. Nous avons vu ça dans la présentation précédente. Il faut également faire attention aux selles du patient parce qu'elles peuvent être contaminées par les virus et il faut faire très attention à ça également. Alors, par rapport à la contamination aérienne, c'est une contamination qui est possible. La contagiosité par voie aérienne n'est pas vraiment établie, mais il faut quand même faire attention. Il y a des micro-gouttelettes qui ont une taille inférieure à 5 microns qui peuvent rester en suspension dans l'air et qui peuvent perdurer jusqu'à 3 heures en suspension dans l'air. Alors, j'attire une attention particulière sur les 3 portes d'entrée principales du virus. Il s'agit de la muqueuse buccale, de la muqueuse nasale et des conjonctives. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de ne pas vous toucher les mains. On n'arrête pas de le répéter, on le voit dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut vraiment pas toucher ces 3 portes d'entrée principales. Le nez, la bouche et les yeux. Alors, la première étape de l'isolement du patient Covid-19, c'est l'isolement géographique. Il faut bien évidemment séparer ce patient du reste des patients qui ne sont pas infectés par ce virus. Alors, idéalement, le patient doit être isolé dans une chambre individuelle qui a une porte. La pression négative, c'est-à-dire les chambres qui bénéficient d'un système d'aspiration de l'air ou d'extraction de l'air, je dirais, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Nous voyons que même dans les pays développés actuellement, qui ont beaucoup de moyens, et le fait de devoir reconvertir des structures qui n'étaient pas destinées à être des structures de réanimation fait que dans la foulée, ils n'ont pas pu mettre à disposition les systèmes de pression négative dans les salles, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas prendre en charge ces patients. Mais ce qui est très important, à défaut de pression négative, ce qui est très important, c'est d'éviter les pressions positives dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire? Éviter toute situation qui risque de générer un flux d'air dans la salle, c'est-à-dire un ventilateur ou une climatisation. Surtout les climatisations qui font recirculer l'air, qui non seulement vont créer une pression positive dans la salle, mais en plus risquent de contaminer les autres sites que ce climatiseur va desservir. Alors, on peut considérer que les services dédiés à la prise en charge des patients Covid-19 sont une façon d'isolement géographique, même s'ils ne disposent pas de chambre individuelle. Le fait de rassembler tous les patients qui sont porteurs du virus dans un même service, c'est une espèce d'isolement géographique, on va dire. Alors, c'est très important de limiter les entrées et les sorties de la chambre. Limiter les entrées et les sorties. Si la chambre dispose d'une porte, il faut qu'elle reste fermée le plus longtemps possible. Et que si on doit ouvrir cette porte, il faut vraiment que ça soit pour une raison inévitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos soins vont devoir être condensés. Des soins condensés veut dire que je ne vais pas rentrer dans la chambre du patient pour modifier le débit de perfusion uniquement et ressortir. Je ne vais pas rentrer que pour l'aspirer, par exemple. Je ne vais pas rentrer que pour changer une perfusion. Par contre, je vais programmer l'entrée dans la salle du patient. Je vais programmer l'ordre des soins que je vais lui prodiguer. Par exemple, à chaque entrée, je vais en profiter pour aspirer le patient,
faire des manœuvres de recrutement alvéolaire, changer éventuellement les débits de perfusion si jamais c'est un patient qui est instable et qui a des catécholamines, changer les perfusions le cas échéant, par exemple, je dirais, lui donner son traitement habituel, son traitement qui est prescrit par les médecins, mais le plus important, c'est j'insiste sur le fait de programmer les soins, de condenser, de ne pas rentrer pour faire un seul geste, mais à chaque fois qu'on va rentrer chez le patient, profiter de cette entrée pour faire le maximum de gestes à la fois. Je peux également programmer même les aspirations de mon patient. Si c'est un patient qui est peu sécrétant, qui ne s'encombre pas beaucoup, je peux programmer 2 ou 3 aspirations par 24 heures à des timings bien précis, excusez-moi, et qui vont que ça va être protocolisé sur la feuille de surveillance du patient de telle sorte à ce que toutes les équipes qui vont se relayer pour la prise en charge de ce patient vont savoir qu'au moment de l'aspiration, on va en profiter pour lui donner ses médicaments, pour changer éventuellement les perfusions. Il faut que vraiment tout soit programmé, rythmé et synchronisé. Alors, il faut également s'assurer que nos accès vasculaires et que nos prothèses qu'on va mettre aux patients sont perméables. Elles doivent être vérifiées. Pourquoi? Parce que, par exemple, on ne devrait pas rentrer à la salle du patient uniquement parce qu'il y a eu une alarme dans la seringue électrique et que le cathéter est coudé, par exemple, quand il y a une occlusion d'une ligne. Il faut vraiment prendre le temps, au moment d'être avec le patient, de tout vérifier, de tout sécuriser pour éviter toutes les entrées chez le patient qui peuvent être évitées. D'accord? Donc, il faut vraiment anticiper tout ça. Et si on a la chance d'avoir une chambre avec une fenêtre, ne pas hésiter à aérer cette chambre plusieurs fois par jour. Alors, toujours dans l'isolement géographique, il faut délimiter des zones propres et des zones sales. Il faut vraiment que ça soit bien visible et il faut que tout le personnel se mette d'accord sur les limites des zones propres et des zones sales. Il y a des gestes et des procédures qui vont être faites en zone propre, comme l'habillage par exemple, et des procédures qui vont être réalisées en zone sale, comme une partie du déshabillage par exemple. Il faut avoir un sas pour l'habillage du personnel soignant, qui va être naturellement en zone propre, à l'extérieur de la chambre du patient, et toujours limiter le nombre d'intervenants au lit du patient. Limiter ce nombre d'intervenants aux personnes extrêmement indispensables. On ne va pas rentrer pour faire une démonstration sur un patient Covid-19 avec beaucoup de personnes dans la salle, par exemple. Ça, c'est à titre d'exemple. Il faut vraiment que la personne indispensable soit à l'intérieur de la salle et que toutes les autres personnes soient à l'extérieur. Alors, avant d'entrer dans la salle, nous avons dit qu'on va programmer tous les soins qu'on va faire. Et qui dit programmer tous les soins, dit prévoir également tout le matériel dont on aura besoin pendant ces soins. C'est-à-dire, je rentre chez le patient, si c'est pour l'aspirer et changer la perfusion et modifier quelque chose dans son traitement, il faut vraiment que je sois muni par tout le matériel dont j'aurai besoin pour éviter justement de devoir ouvrir la porte et sortir de la salle pour aller récupérer quelque chose que j'ai oublié. Il faut vraiment, avant d'entrer dans la salle du patient, sauf en cas d'urgence extrême, bien entendu, on ne va pas exclure qu'il y a des situations particulières, mais en règle générale, il faut tout prévoir à l'avance. Avant d'entrer chez le patient, je prends un petit moment, je réfléchis à ce à quoi j'aurai besoin. Et je prévois tout le matériel à l'avance. Bien évidemment, idéalement, il faut avoir un chariot à proximité de la chambre du patient, à l'extérieur, où tout le matériel va être disponible et proche et prêt à l'emploi. Alors, pour ce qui est du matériel qui va se déplacer entre les patients, nous savons que la particularité de l'AREA, nous allons avoir besoin d'utiliser du matériel qui va être déplacé au lit du malade. Je donne par exemple, à titre d'exemple, l'appareil d'échographie qui va avoir toute sa place dans la prise en charge du patient Covid-19 positif, l'appareil d'ECG qui va être utilisé par exemple pour faire des ECG des patients qui vont être sous plaquenil comme ce qu'on a vu dans la présentation précédente, et la radiographie mobile. Le patient risque d'avoir besoin de plusieurs radiographies pour avoir l'évolutivité de ces images radiologiques. Alors, ce matériel-là, il doit bénéficier d'une désinfection. Il ne faut pas oublier que même en temps normal, en dehors de toute épidémie, il doit bénéficier d'une désinfection. Mais donc la désinfection de surface doit également être faite sur ce matériel qui va se déplacer entre les patients. L'échographe, par exemple, nous allons désinfecter la sonde de l'échographe qui va être en contact avec le patient.
le câble de la sonde et éventuellement le clavier, les touches qui vont être manipulées par l'opérateur qui sera ganté, mais ces gants-là ont touché le patient, ont dû toucher le patient à un moment donné ou toucher ses sécrétions. Pour ce qui est de l'ECG, nous allons devoir désinfecter et les électrodes et les câbles et éventuellement les touches qui ont été manipulées par une petite désinfection de surface. Et la désinfection de surface va devoir être intégrale en cas de projection évidente d'une grande quantité de sécrétions ou de liquides biologiques qui vont contaminer le matériel. Dans ce cas, on va désinfecter toutes les surfaces visibles de ce matériel. Alors, pour conclure un petit peu sur ces mesures d'isolement, nous connaissons ce qu'on appelle les mesures barrières. Les mesures barrières qu'on fait lors de l'isolement septique des patients contaminés et qui vont avoir comme objectif d'éviter de faire sortir l'agent pathogène du lieu d'hospitalisation du patient vers l'environnement extérieur. Alors, on a parlé de l'isolement géographique. Il faut faire des précautions particulières pour la transmission manuportée. Nous allons voir ça en long et en large. Donc, par le lavage des mains, le port des gants lors des soins et le lavage des mains après le retrait des gants. On parle aussi de l'isolement respiratoire, donc c'est une chambre individuelle comme ce qu'on a vu, avec la porte qui doit être toujours fermée. L'aération fréquente dans la mesure du possible. Éviter la climatisation, donc c'est formellement à proscrire, et les ventilateurs. Ne pas hésiter à porter un masque FFP2 pour le personnel soignant qui va être en contact avec le patient et limiter le déplacement du patient pour ne pas contaminer l'environnement. Alors, des précautions également vont être prises par rapport à la transmission par gouttelette. Donc, nous allons mettre le masque FFP2 qui va pouvoir largement filtrer ces gouttelettes-là. Le port de lunettes qui va protéger l'autre porte d'entrée importante de ce virus qui sont nos yeux. Mettre une casaque imperméable, les surblouses à manches longues qu'on a l'habitude de porter. Et se munir d'un tablier qui va encore renforcer cette protection contre tout ce qui va se projeter comme liquide. Et une charlotte qui va protéger les yeux. Il existe également une autre mesure barrière, c'est les précautions pour la transmission par contact. Et j'attire l'attention ici sur l'hygiène des mains, encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Les déchets à risque doivent être acheminés dans des circuits spéciaux qui vont dépendre des protocoles de chaque établissement. Maintenant, on va parler d'un chapitre très très important qui, vous allez voir, va être abordé à plusieurs reprises dans toutes les présentations que vous allez voir, qui va être repris dans la majorité des supports qu'on va pouvoir lire parce que l'hygiène des mains est quelque chose de primordial pour faire face à la transmission de ce virus. Alors, nous avons vu dans la présentation précédente que ce virus est un virus qui est virulent. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un virus, malgré sa virulence, est un virus vraiment très fragile. C'est un virus qui, pour pouvoir se transmettre, et pour pouvoir être pathogène et pour pouvoir exercer son pouvoir pathogène, il a besoin d'entrer dans la cellule. Il a besoin d'une cellule hôte qui va l'accueillir, qui va le nourrir et qui va lui permettre de se multiplier. Or, pour pouvoir entrer dans la cellule, il a besoin de protéines de ses membranes. Nous avons vu la protéine S, les spicules, qui lui donnent sa petite forme de couronne, et les protéines de l'enveloppe, la protéine E, qui sont indispensables pour qu'il puisse entrer dans la cellule. Il se trouve, fort heureusement, que ces protéines-là sont très très sensibles à tous les détergents dont on dispose. Que ce soit les antiseptiques par solution hydroalcoolique qui vont dénaturer l'enveloppe de ce virus, le privant donc de son pouvoir d'entrer dans la cellule et le privant par conséquent de son pouvoir pathogène. Et le savon également dénature l'enveloppe du virus et même l'eau de javel et même les détergents ménagers qui contiennent des substances anioniques et non anioniques qui vont complètement dénaturer cette enveloppe et empêcher le virus de pouvoir entrer dans les cellules et exercer son pouvoir pathogène, le rendant par conséquent totalement inoffensif. Alors pourquoi on insiste beaucoup et on ne le répétera jamais assez sur cette hygiène des mains? Parce que les mains, c'est le principal vecteur de transmission du virus, que ce soit la transmission du virus à la personne qui a les virus dans les mains et qui ne sait pas laver les mains. Par exemple, des mains porteuses de virus qui vont toucher le nez, la bouche ou les yeux et qui vont transmettre l'infection à la personne qui ne sait pas laver les mains. Mais également, ce sont les vecteurs principaux
de transmission interhumaine. Les mains, c'est les interfaces avec lesquelles on interagit avec le monde extérieur et c'est la raison pour laquelle nous attirons une attention particulière sur le lavage des mains parce que des mains correctement lavées vont constituer une barrière à la contamination personnelle et interhumaine. Alors, il y a des impératifs avant l'hygiène des mains. Nous allons voir la technique dans une démonstration tout à l'heure. Mais il y a des impératifs avant de se laver les mains. Les mains doivent être dépourvues de bijoux, pas de montre, pas de bague, pas de vernis à ongles. Et il faut, dans la mesure du possible, avoir des ongles courts et propres. D'accord? Et le personnel soignant doit volontiers porter une tunique à manches longues, à manches courtes, pardon, comme ce que je porte en ce moment, qui va faciliter le lavage des mains et éviter les erreurs. Alors, quand est-ce que les soignants vont devoir se laver les mains? Bien évidemment, avant chaque soin, avant l'habillage et après le soin. Quand est-ce qu'on va se laver les mains? C'est donc à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il le faudra, mais il y a des moments précis où le lavage des mains va être important. C'est quand on enlève la casaque et les gants, on se lave les mains. Donc avec la solution hydroalcoolique, on va se frictionner. Quand on va retirer les lunettes et la charlotte, on se frictionne les mains. Et quand on va retirer le masque, on se frictionne les mains. Donc la phase de déshabillage qui, vous allez le voir dans les présentations suivantes, est une étape importante où la contamination, le risque de contamination est maximal. Donc c'est là où la friction hydroalcoolique va être à plusieurs étapes de cette étape, à plusieurs phases de cette étape de déshabillage pour éviter et diminuer au maximum ce risque de contamination. Alors en général, et là je ne vous apprends rien, après chaque contact manuel avec une surface, on se lave les mains. Donc qui dit surface dit interrupteur, poignée de porte, mur, argent. L'argent aussi peut être contaminé. Avant de toucher le visage, à chaque fois qu'on veut toucher le visage, on pense qu'on doit se laver les mains avant. Avant le repas, après le repas, les toilettes, etc. Je ne vous apprends rien. Et je le répète, autant de fois qu'il le faudra, il n'y a pas de nombre précis, il n'y a pas de recommandation sur le nombre. La recommandation principale, c'est de se laver les mains à l'infini. Alors, comment ces soignants qui vont être en contact avec les personnes porteuses du coronavirus vont devoir se laver les mains? Alors, si il est question de se laver avec l'eau et le savon, donc la première étape, c'est de mouiller d'abord les mains. La deuxième étape, c'est d'appliquer suffisamment de savon. Donc, volontiers, il vaut mieux que ce soit un savon liquide, mais comme ce que j'ai dit, tous les savons, toutes les qualités de savon vont dénaturer l'enveloppe du virus et le rendre inoffensif. Donc, j'insiste sur savon, peu importe le type, est-ce que c'est un pain de savon ou c'est du savon liquide, ce n'est pas important. Même la température de l'eau n'est pas importante pour peu qu'il y ait du savon. Le plus important, c'est le savon qui va dénaturer l'enveloppe du virus. Donc, la deuxième étape du lavage, c'est qu'on applique une quantité suffisante de savon. Troisième étape, on va se frotter la surface des mains, donc sans oublier le dos de la main, sans oublier le bord cubital qu'on a souvent tendance à oublier, et les poignets. Donc, il faut frotter également les espaces interdigitaux. La durée de ce lavage, vous allez voir tout à l'heure, même la friction hydroalcoolique, donc c'est des durées qui sont comparables. Donc c'est une durée de 30 secondes. Et pour retenir cette durée de 30 secondes, on va imaginer qu'on va chanter « Joyeux anniversaire », la chanson « Joyeux anniversaire » du début jusqu'à la fin, 2 fois. Ça va faire exactement, vous pouvez faire le test chez vous, chronométrer ça, ça va faire 30 secondes exactement pour pouvoir garder le rythme de ce lavage, la durée suffisante pour qu'on soit sûr que nos mains ne seront pas vectrices de virus. Alors, après le lavage des mains, donc paume des mains, dos des mains, espaces interdigitaux, bord cubital, poignet. Donc, on va se laver les mains à l'eau, laver abondamment les mains et les sécher avec une serviette jetable. Alors ici, j'ai une diapositive qui va montrer toutes ces étapes que je viens de vous citer. Donc, c'est des étapes qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, naturellement, donc, on va se laver les mains, frotter toute la surface des mains de telle sorte à ce que toute la main soit en contact avec le savon et pendant une durée qui est suffisante. S'il est question de se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, donc pour les soignants, donc la première étape, c'est de prendre une noisette de solution hydroalcoolique dans la paume de la main, donc dans le creux de la main. Il faut frictionner paume contre paume. Vous allez voir ça en détail
dans la vidéo qui va suivre et qui va vous montrer également pourquoi ces étapes-là ont été recommandées. On va faire une démonstration qui va montrer pourquoi ces recommandations, pourquoi ces étapes-là, il ne faut pas les sauter, il faut en sauter aucune pour voir à quel point suivre ces étapes permet de disperser d'une façon homogène et d'une façon complète toute la solution hydroalcoolique sur toute la surface des mains et sur toutes les zones exposées des mains. Alors, première étape, on se frictionne pomme contre pomme. Deuxième étape, c'est le dos de la main avec les espaces interdigitaux, sans oublier le bord cubital qu'on va pouvoir frictionner avec le pouce, donc l'autre main également. Les régions sous-inguéales, donc la région sous-inguéale à côté des ongles, donc contre la paume de la main contralatérale. Il faut frictionner également le pouce par enroulement, donc les 2 pouces, et puis les poignets. Et vous allez voir dans la vidéo qu'en exécutant ces étapes sans en sauter aucune, nous allons couvrir toute la surface de nos mains par la solution hydroalcoolique. Alors ici, c'est une diapositive qui également montre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé quant à ces étapes de lavage des mains par friction hydroalcoolique. Alors les messages importants sur lesquels nous allons insister par rapport à cette étape d'isolement et de hygiène individuelle. Donc l'hygiène des mains devrait devenir, dans la mesure du possible, excusez-moi pour le terme, mais ça devrait devenir obsessionnel et compulsif. D'accord? On devrait devenir des maniaques du lavage des mains. Il faut respecter les mesures d'isolement. Donc pour le patient, nous avons vu les mesures barrières qu'il faut faire. Limiter les entrées et les sorties dans les chambres des patients infectés. Les soins doivent être raisonnés, rythmés, condensés. Alors on a dit, on rentre chez le patient, c'est pour faire beaucoup de tâches à la fois. On essaie dans la mesure du possible de ne pas rentrer pour faire une seule chose et devoir re-rentrer plus tard pour faire autre chose. Donc on essaie de condenser nos soins et de les raisonner. Un autre détail important, c'est qu'il faut faire une observance rigoureuse des mesures de protection individuelle avec une surveillance volontiers mutuelle du personnel de la santé puisqu'on est tous dans la même équipe et qu'on ne voudrait pas que l'un d'entre nous s'infecte. Donc on se surveille mutuellement. Si quelqu'un fait une erreur, on le signale, peu importe son statut, peu importe sa fonction dans l'équipe, toute l'équipe devrait être solidaire pour assurer une meilleure observance de ces mesures de protection individuelle. Alors, il faut, et là c'est une notion très très importante, nous sommes en début de la phase donc, dans notre pays, il faut vraiment faire un usage raisonné et un usage parcimonieux, un usage réfléchi de nos ressources et de notre matériel. Parce que si jamais nous tombons dans la pénurie, ça sera catastrophique. Alors, s'il vous plaît, pour tout le personnel soignant, on réfléchit, on essaye de mettre les moyens de protection nécessaires qui seront adaptés aux soins qu'on va faire. Si, par exemple, on a une alarme de seringue électrique dans la chambre du patient et qu'on va juste vouloir vérifier si c'est une occlusion ou si la seringue devra être changée, on n'a pas besoin de mettre tout l'équipement important. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, essayer d'utiliser les moyens qu'on a avec réserve pour pouvoir faire face à cette épidémie. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut vraiment faire attention à ce détail. Si on a des ressources, il faut les utiliser avec parcimonie, avec réserve et avec réflexion. Donc il faut éviter les erreurs dans toutes les études qui ont été faites par les équipes chinoises qui sont devenues maintenant les ténors des études dans le domaine. Il faut éviter les erreurs. C'est la raison pour laquelle il faut se surveiller mutuellement, ne pas hésiter à se donner des petites remarques de temps en temps, surtout qu'on est au début de l'épidémie dans notre pays. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, lavez-vous les mains. Après cette présentation, nous allons voir ensemble des vidéos qui vont vous montrer la procédure du lavage des mains, la procédure d'habillage et de déshabillage.